Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode estival de Bienvenue chez vous. Je suis ici sur le site des ruines de la forteresse de Poil-Vache car aujourd'hui on vous propose de découvrir la Haute-Meuse. On commence cette émission par un petit cours d'histoire au musée archéologique de la Haute-Meuse. Un musée installé dans un bâtiment classé et qui propose une large collection d'outils datant de la préhistoire. Nous partirons à la découverte de l'un des joyaux de la région, le chemin de fer du Boc et son légendaire train à vapeur. Nous prendrons la direction de Denay pour rejoindre les ruches de Damien Babylon, un producteur de miel passionné. Ensuite, nous terminerons notre découverte des petits recoins méconnus de la vallée par la visite de la grotte La Merveilleuse à Dinan, une grotte considérée par beaucoup comme l'une des plus belles d'Europe. Et voilà, c'est le programme que je vous propose pour cette émission dans la Haute-Meuse. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. La Haute-Meuse est composée de 5 communes, Astières, Onhaye, Ivoire, Anhaye et Dinan. Et pour débuter cette promenade dans la région, je vous propose un passage par le musée archéologique de la Haute-Meuse qui se situe à Godine, un lieu qui renferme quelques trésors d'archéologie. Bonjour Céline. Bonjour Fiorine. Alors vous êtes la conservatrice du musée archéologique de la Haute-Meuse. Oui. C'est un musée qui est installé dans un bâtiment un peu particulier. C'est un monument classé depuis 1959. C'est une ferme seigneuriale qui est restée en activité en tant que ferme sans seigneur jusqu'en 1950 où elle a été rachetée par la commune de Godine. Et alors votre musée, comment il s'est développé ? En 2001, il occupait un tout petit espace de 90 mètres carrés. Et puis, avec le jeu des restaurations du bâtiment voisin, la demeure des seigneurs, il a pu maintenant occuper, depuis le mois de mai l'année dernière, toute l'aile des anciennes étables et des fenils qui surplombent les étables. Le premier étage met en valeur l'exposition permanente du musée. Le rez-de-chaussée, lui, est consacré aux diverses expositions temporaires que le musée accueille chaque année. Et bien voilà, je vous disais que le rez-de-chaussée était occupé par une exposition temporaire. Nous y sommes. Elle s'intitule Le Trou Félix et Don Grégoire Fournier. Trou Félix, une grotte dans les ravins du Colébi. Don Grégoire Fournier, appelé par ses anciens élèves, qui ont trouvé cette grotte et qui se rendent compte de l'importance qu'elle a au point de vue d'une sépulture. C'est une sépulture. Donc le moine de l'abbaye de Maretsou, Grégoire Fournier, va aider en scientifique à étudier les différents composants des vitrines et amener à conserver, à prendre soin, à mener les recherches, faire les plans, etc. Et c'est ainsi que les ossements des individus dans la grotte ont révélé des maladies de néolithique mosan. D'accord. C'est les os qui révèlent cela. Je vous invite maintenant à gagner l'étage où Laurence vous attend pour la découverte de la Haute-Meuse. Merci beaucoup. Bonjour Laurence. Vous êtes l'archéologue ici du musée archéologique de la Haute-Meuse. Et ici, on se trouve dans la salle qui est vraiment consacrée à la Meuse. C'est une zone qui a été fort prisée par les archéologues. Oui, par les touristes aujourd'hui, par les archéologues et par les hommes du passé. Okay. La Meuse, avec son sillon important, ses paysages extraordinaires, eh bien, a attiré l'homme à toutes les époques. Depuis la préhistoire, depuis l'homme de Néandertal, les chasseurs-cueilleurs, les agriculteurs et toutes les civilisations
qui se sont succédés dans la région. Du coup, on a retrouvé pas mal, que ce soit d'outils ou d'ossements, de restes humains. Tout à fait. Il y a une particularité dans la région, c'est que donc, ces grandes falaises sont pleines de grottes, et ces grottes ont été prisées par les hommes à différentes périodes de la préhistoire pour servir de lieu de sépulture. Alors, ils habitaient probablement dans des endroits distincts et ils utilisaient les cavernes pour déposer les morts. Ça a été un terrain de jeu aussi bien pour les hommes préhistoriques que pour les archéologues depuis les tout débuts de l'archéologie, donc dès le début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Consacré à la préhistoire et à l'Antiquité, le musée présente une sélection d'outils, de parures, d'ossements et de sépultures issus des vallons et plateaux mosans. On y retrouve quelques éléments assez rares. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un bloc de brèche qui provient du grand abri de Chauveau. Donc en réalité, c'est du calcaire dans lequel sont pris, enchâssés des ossements humains. D'accord. Vous voyez, on voit bien un crâne ici, un autre fragment de crâne ici, une dent. Une dent, et ici aussi c'est des dents? Oui, des dents, hein, avec le morceau de mâchoire. Et comment ça se fait que tout est regroupé comme ça? Et donc, à l'origine, c'est une sépulture néolithique, donc des individus successivement qui ont été déposés. Et puis, un phénomène géologique s'est produit, de l'eau a ruisselé, de l'eau chargée en calcaire qui s'est durcie et qui a emprisonné tous ces ossements. Ce genre d'éléments, c'est vraiment très intéressant pour les archéologues, du coup. Oui, voilà. Donc, ce sont les éléments qui ont été trouvés par Spring, initialement, qui a interprété donc, ces ossements du fait qu'ils étaient tous brisés, tous mélangés, comme le résultat d'un festin de cannibales. On reste dans la commune, mais on s'éloigne un peu des bords de la Meuse pour rejoindre le charmant village de Spontin et la ligne du chemin de fer du Boc. Un site touristique géré par une association de bénévoles passionnés du rail. L'ASBL Patrimoine Ferroviaire et Tourisme a été fondée en 1989 par des amateurs de chemin de fer, tant cheminots que non cheminots, qui ont décidé de se regrouper pour essayer de préserver du patrimoine ferroviaire qui était déclassé par la SNCB dans le but de garder ça en héritage historique. En 1992 est arrivée l'idée d'utiliser ce matériel sur une ligne musée. Et donc il a fallu trouver à l'époque des lignes de chemin de fer désaffectées qui n'étaient plus utilisées par la SNCB. Et après 2-3 essais, mais malheureusement administrativement infructueux, la SNCB a autorisé que le PFT utilise la ligne 128, l'ancienne ligne de chemin de fer 128, qui était désaffectée depuis 1982, pour y faire circuler le matériel historique de l'association. La ligne touristique emmène les visiteurs de la gare de Bréban à celle de Beauche, tout en passant par des villages comme Purnode ou Évrehaille. Ici, ce sont des bénévoles qui s'occupent de tout, de l'entretien des rails et des machines à la mise en marche des véhicules. Mon père était déjà très intéressé par la cause ferroviaire, passionné, même réellement passionné. Et donc finalement, quand j'étais petit, j'ai baigné un petit peu dans cette ambiance chemin de fer. Il m'a transmis un petit peu le virus, un bon virus, hein, pas celui où on doit porter un masque, mais en tout cas, il m'a transmis cet intérêt de l'univers ferroviaire, qui est un univers très vaste. Hein. Comme j'ai dit, il y a la technologie, il y a l'histoire, il y a la géographie, il y a les rapports sociaux, il y a les développements aussi que le chemin de fer a pu apporter à l'économie du pays et au niveau européen. Il y a énormément de choses qui constituent les ingrédients du chemin de fer. Et chacun peut trouver son intérêt là-dedans. Les voyages en train offrent des paysages somptueux dans la vallée du Boc, l'un des affluents de la Meuse. C'est une ligne secondaire qui a été construite entre 1897 et 1907, donc il a fallu 10 ans pour construire la ligne. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que pour une ligne secondaire, d'intérêt secondaire dès l'origine,
les ingénieurs des chemins de fer de l'époque ont construit... ils ont créé un tracé qui est assez imposant et qui a nécessité la construction de beaucoup d'ouvrages d'art, des tunnels, des viaducs. Quand je dis imposant, c'est parce qu'on le verra un petit peu plus loin. Ils nous ont fait un tracé, alors que le Boc n'arrête pas de sinuer avec de nombreux méandres. La ligne de chemin de fer est tracée en ligne droite sur 2 km, mais pour arriver à ce résultat, il a fallu construire donc 3 longs tunnels et 5 viaducs en pierre. Et il y a un endroit à Purnod, effectivement, il y a moyen de voir un viaduc et on voit les 3 tunnels l'un à la suite de l'autre en enfilade. Le train circule du mois d'avril au mois d'octobre. Allez, en route, on remonte la Meuse et cette fois on la traverse pour arriver sur les hauteurs de Dinan, à l'entrée de la grotte appelée la Merveilleuse, où nous attend Lucie, la responsable des lieux. Quand est-ce qu'on l'a découverte? Quand est-ce qu'on s'est intéressé à cette grotte? On l'a découverte en 1904, tout à fait par hasard. C'était lors de travaux. Ici, c'était un arrêt vicinal, enfin le tram. Et donc, lors de différents travaux, ils ont découvert les premières salles. Et puis voilà, l'homme, il y a eu une intrusion et ils ont parcouru et voilà, ils se sont intéressés. Ils se sont dit que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et alors après, au fur et à mesure, on a construit des chemins pour les visiteurs. Ça, très peu, parce que finalement les couloirs, tout avait été créé naturellement par l'eau. Et juste l'aménagement qui a été fait, c'est le carrelage au sol quelques années plus tard, mais ils ont directement exploité cette grotte l'année d'après. Quelles sont les caractéristiques de cette grotte? Alors nous sommes dans une région calcaireuse, ce qui explique ce joyau ici. Au niveau des dimensions, on a un dénivelé de 50 mètres par rapport à l'entrée. Okay. On parcourt, il faut savoir que le parcours que le touriste effectue correspond à peu près à 800 mètres de galerie. Mais il y a tout un autre réseau qui n'est pas visible, qu'on ne se rend pas toujours compte et qui est dans certains cas accessible par les spéléologues. Ici, c'est une salle qui laisse part à l'imaginaire. Selon l'endroit où on se positionne, on peut voir différentes choses, comme par exemple ici, la tête du bébé. Ah oui, ok. Voilà, si vous êtes 1 mètre derrière, vous ne le verrez pas. Donc c'est vraiment la pièce qui laisse libre cours à l'imagination. Tout à fait. Ah, donc c'est ici la fameuse grande salle. Oui, tout à fait. C'est la plus grande salle de la grotte, la Merveilleuse. La grotte abriterait une illustration d'un phénomène rare dans ce genre d'endroit. Mais nous sommes ici devant la stalactite dite oblique. C'est vraiment un cas unique. On ne sait vraiment pas exactement pour quelle raison celle-ci est décalée de sa trajectoire naturelle. Normalement, elle devrait se rejoindre. La stalactite et la stalagmite auraient dû se rejoindre en colonne. Ici, on suppose que c'est lié à un courant d'air qu'on peut percevoir ici. Et peut-être y a-t-il d'autres raisons que nous ne connaissons pas encore. Et qui aurait du coup déplacé la stalactite pour empêcher de rejoindre. Oui, tout à fait. D'accord. On termine cette émission dans le jardin et plutôt dans les ruches de Damien Babylon à Denay dans la commune d'Anhé. Il se considère comme un apiculteur transhumant, c'est-à-dire qu'il déplace ses ruches dans toute la Belgique en fonction des floraisons.
Alors Damien, vous à la base, vous n'êtes pas apiculteur. Alors à la base, j'étais pas apiculteur, j'étais informaticien. Et puis j'ai commencé l'apiculture comme passe-temps, j'ai suivi une formation dans les ruchers écoles, j'ai commencé l'apiculture comme passe-temps et puis mon cheptel s'est agrandi. J'ai commencé à ce moment-là à en faire une activité complémentaire, donc je me suis mis indépendant, j'ai commencé à vendre mon miel et puis j'ai arrêté l'informatique il y a 3 ans pour me lancer à plein temps dans l'apiculture. Aujourd'hui, Damien possède un cheptel de 150 ruches et donc autant de colonies d'abeilles. Légèrement, j'enfume les abeilles Ouais. pour les avertir que quelque chose va se passer. Oula, il y a du monde là-dedans. Hein. Et on a déjà un peu de monde. Alors ici, on a des abeilles, souvent sur le couvre-cadre. Donc ça, c'est le couvre-cadre. On a des mâles, mais ici, je n'en vois pas. Il faut savoir qu'on est en fin de saison, donc il y a... Les abeilles commencent à éliminer les mâles parce qu'elles se préparent à l'hiver et les mâles sont inutiles en hiver. C'est des bouches à nourrir. D'accord. Inutiles, donc éliminés. Ici, hop, on a un cadre avec des abeilles. Alors ici, on a déjà une butineuse qui a les pattes chargées de pollen. Ah oui. Ouais. Elle est là en bas. Ah oui, ok. On le voit avec son petit point vert. Et donc ça, c'est une reine de l'année passée. La mielerie de Damien se situe chez lui, à côté de son magasin. C'est là que le travail des abeilles prend l'aspect du miel que nous connaissons. Ici, on est dans votre mielerie et alors on le voit, vous avez été récupérer des hausses, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est les hausses de miel de La Roche-en-Ardenne. Ok. Que j'ai ramené à la mielerie, que je vais extraire. Donc d'abord, retirer les opercules. Les opercules, ce sont... C'est ce qui recouvre les petits capuchons de cire qu'on a ici sur le cadre. Donc quand je gratte ça, j'ai en dessous le miel. Ah oui. Donc si je passe mon cadre sur la machine à désoperculer, les opercules vont tomber dans le bac en dessous. Et voilà, le miel est prêt. Est-ce que vous voulez goûter? Ben, je veux bien, on peut directement Allez-y. prendre comme ça. Trop bon. Ici alors vous allez mettre toutes les hausses et récolter le miel là en bas, c'est ça? Voilà, exactement. Tous les cadres vont venir dans l'extracteur. Ensuite, on va le faire tourner et par force centrifuge, le miel va être extrait des parois, des cadres, venir se coller à la paroi, va couler au fond et puis on pourra le récupérer par le robinet. Damien produit donc son propre miel et quelques produits dérivés comme du nougat ou du pain d'épices. Et voilà, bienvenue chez vous, c'est déjà terminé. N'oubliez pas que vous pouvez revoir l'ensemble des émissions sur les sites internet de votre télévision locale, mais aussi vous pouvez toujours nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle fin d'été. À très bientôt.